Bonjour à tous. Alors, lors de la conférence précédente, qui était centrée sur la critique du PIB en tant qu'indicateur significatif de la bonne santé de l'économie, nous avons introduit l'idée que la comptabilité incomplète et fallacieuse de la société industrielle, livrée par ses gestionnaires, devait être rectifiée, notamment en y réintégrant un certain nombre de comptes de charges de différentes natures que nous allons maintenant étudier. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la deuxième partie de cette conférence sur l'impasse comptable de la société croissanciste, plus particulièrement consacrée à l'identification de ces charges cachées qui, si elles étaient comptabilisées, changeraient radicalement l'aspect des comptabilités nationales et par voie de conséquence les conclusions que nous pourrions en tirer sur sa rentabilité, c'est-à-dire finalement sur la viabilité du système économique auquel nous sommes conviés à contribuer. Alors voyons tout d'abord la première catégorie de charges cachées concernant les ressources naturelles finies que nous avons appelées RNF. Alors on a déjà indiqué précédemment que dans le calcul du PIB, les coûts des matières premières étaient comptabilisés uniquement pour le montant de leurs frais d'extraction, de transport, additionnés des marges financières des différents intervenants de la filière, et qu'il en résultait que leur valeur intrinsèque était comptée du coup pour zéro, notamment en vertu du principe selon lequel la dot naturelle, la dot terrestre, nous aurait été léguée gratuitement à l'homme pour qu'il en profite seul et de façon illimitée. Nous mettrons de côté, dans le cadre de cet entretien, le débat sur la valeur du principe de ce droit à prédation illimitée de l'espèce humaine sur la dot terrestre, et nous ne considérerons volontairement que l'aspect de sa comptabilisation au sein du processus industriel de production. De ce point de vue, et si nous considérons que le seul et véritable problème qui nous est posé, c'est celui de déterminer si la société industrielle considérée en tant qu'entreprise génère du déficit ou génère du bénéfice d'exploitation, il est impératif de comptabiliser, dans ces conditions, à sa juste valeur, la dot terrestre. La dot terrestre, c'est-à-dire le stock de RNF, ressources naturelles finies, qu'elle se propose d'utiliser pour les besoins de son activité. C'est ainsi que nous avons été amenés à définir un concept nouveau, celui de valeur intrinsèque des ressources naturelles finies. Concept déjà introduit et utilisé lors de la conférence précédente, mais dont nous allons maintenant étudier plus complètement le mode de calcul. Ceci va nous permettre d'imputer leur juste valeur, les ressources naturelles finies, les RNF, utilisées par la société industrielle dans sa comptabilité. Parce que, pour déterminer le coût exact et réel de la matière première, des RNF, il convient de ne pas s'en tenir aux différents coûts qu'on a déjà nommés, c'est-à-dire les frais d'extraction, les frais de transport, des différents intervenants de la filière, sans oublier la marge commerciale de celui qui s'en est attribué autoritairement la propriété initiale. Ensemble, que nous avons regroupé sous le sigle CA, coût d'achat, mais il convient d'y ajouter le coût intrinsèque de la ressource elle-même, que nous avons dénommé CI, coût intrinsèque. C'est-à-dire finalement la valeur de l'apport en capital de l'associé nature, qui constitue objectivement et d'un point de vue comptable une dette irrémédiable et ne pouvant être soldée que par la restitution à l'associé de son apport initial ou
de quelque chose d'équivalent. Mais pour pouvoir comptabiliser ce coût intrinsèque, encore faut-il auparavant procéder à son évaluation. Ce qui n'est pas chose aisée dans la mesure où aucune doctrine économique classique ne s'est encore attachée à procéder à ce type d'évaluation. Il faut naturellement entendre par doctrine classique le schéma mécaniste dominant qui considère le processus économique comme un simple flux et sa mesure comme une simple soustraction arithmétique de ce qui sort et de ce qui entre dans la méga-machine de production. Le système, s'il est analysé de point de vue bioéconomique, ce point de vue, ce schéma bioéconomique, constituant un schéma hétérodoxe, non dominant, inspiré notamment des thèses de Nicolas Georgescu-Roegen dont nous avons déjà parlé, eh bien ce schéma, il considère, lui, le processus économique sous un œil différent, en y introduisant certaines données biologiques, dans la modélisation économique, certaines données telles le mode de constitution des hydrocarbures, par exemple. De ce point de vue, l'économie ne serait donc pas une construction mécanique extérieure à l'homme, elle est l'homme. L'économie est l'homme. En tant qu'élément biologique faisant partie de la nature, au même titre que les ressources naturelles, faisant partie de l'écorce terrestre. Ainsi, et toujours de ce point de vue bioéconomique, l'homme, lorsqu'il prélève des ressources naturelles finies, il prélève quelque chose sur lui-même, et lorsqu'il les épuise, il s'épuise lui-même. Oui, mais de quelle façon allons-nous pouvoir chiffrer cela? L'idée que nous avons retenue pour approcher cette évaluation, c'est de considérer l'augmentation de quantité de richesse générée par la consommation d'une unité globale donnée de RNF au cours de sa transformation thermo-industrielle. Sachant que le chiffre de cette augmentation de richesse peut nous être donné précisément par les chiffres du PIB, il suffira alors d'établir le rapport entre l'accroissement du PIB sur une période donnée et la quantité de RNF utilisée sur la même période. Alors, voici un tableau qui récapitule par période décennale le cumul des PIB mondiaux et le cumul de la consommation de RNF mondiale. Le terme RNF étant équivalent au terme employé généralement dans les instituts de statistique, DMC, Domestic Material Consumption, terme anglo-saxon. Et ce tableau va nous permettre d'évaluer précisément la valeur intrinsèque de la tonne de RNF selon la formule coût intrinsèque d'une tonne de RNF égale variation de PIB par tonne de RNF consommée. Alors, on voit sur ce tableau que la première colonne indique la quantité de RNF, c'est-à-dire la consommation mondiale de ressources naturelles finies, exprimée en milliards de tonnes pendant une période décennale. La deuxième colonne indique le cumul du PIB mondial pendant cette même période décennale, exprimé, lui, en milliards d'euros. Un PIB mondial théorique sans RNF, c'est-à-dire obtenu sans consommer de ressources naturelles finies, peut être évalué sur la base du PIB avant le début de la civilisation industrielle. Ici, par rapport à ce tableau, supposé en 1900, soit 2000 milliards d'euros, ce qui représente environ le PIB actuel de la France. La projection de ces données sous forme graphique donne ceci. De l'étude de ces courbes, nous pouvons tirer deux enseignements. Le premier enseignement est le suivant. Nous constatons qu'il existe une symétrie quasi parfaite entre la courbe noire, représentant l'évolution de la consommation de RNF, ici indiquée DMC, et la courbe rouge représentant l'évolution du PIB.
Cette corrélation ou couplage, en termes économiques, confirme donc bien que l'augmentation du PIB est consubstantielle de l'augmentation de la consommation des ressources naturelles finies. À ce propos, il est intéressant de noter qu'un certain nombre d'économistes actuels caressent le mythe du découplage de ces deux données. C'est-à-dire qu'ils rêvent d'une possible continuation de l'augmentation du PIB parallèlement à une diminution de la consommation des ressources naturelles finies. Mythe que Roegen n'avait d'ailleurs même pas répertorié dans son fameux catalogue des mythes économiques, tant il paraissait à l'époque relever de la pure utopie. Voyons donc sur ce graphique la modélisation du mythe du découplage. Avec un PIB qui augmente toujours, dans le même temps que la consommation de DMC, c'est-à-dire de RNF, va diminuer. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de l'étude de ce graphique, c'est que sur la période du siècle écoulé, l'augmentation cumulée du PIB mondial est égale à 1 782 000 milliards d'euros moins 2 000 milliards d'euros qui est le premier PIB, c'est-à-dire à 1 780 000 milliards d'euros. Ce chiffre de 1 782 000 représente le cumul du PIB au terme des 100 ans et 2000 représente le PIB de l'année de départ. Cette accumulation de PIB a été générée objectivement par l'utilisation de 2750 milliards de tonnes de RNF. Cette quantité de RNF a été extraite et prélevée de l'écorce terrestre et représente donc une diminution de stock que nous devrions comptabiliser en charge. Traduit en termes comptables, c'est le compte numéro 603 du plan comptable général. Intégré dans le compte d'exploitation de la société industrielle si nous étions chargés de le tenir. C'est ainsi que nous procéderions. À partir de là, il ne nous reste donc plus qu'à évaluer la valeur de la tonne intrinsèque de RNF en monnaie courante pour pouvoir chiffrer le montant de cette charge. Le principe d'évaluation retenu étant celui de considérer que la valeur de cette tonne est égale à l'augmentation de quantité de richesse qu'elle a générée lors de sa transformation thermo-industrielle. Alors donc, la formule s'écrirait ainsi: 1 780 000 milliards d'euros divisé par 2750 milliards de tonnes, ce qui nous donne 647 € la tonne. Afin de mieux illustrer notre propos, nous allons appliquer le résultat de ce calcul au cas de la France, pour avoir une image qui nous parle. Alors notre pays consomme actuellement 800 millions de tonnes de RNF par an. La valeur intrinsèque du stock consommé annuellement serait donc de 800 millions multiplié par 647 €, ce qui donne 517 milliards d'euros. Eh bien, dans une comptabilité nationale, tenue de façon sincère et probante, la France devrait donc porter en charge une variation de stock négative de 517 milliards d'euros par an. Dans son compte d'exploitation et par voie de conséquence, diminuer d'autant la valeur de son PIB. Mais cette diminution de stock de RNF ne constitue pas la seule charge volontairement oubliée par la comptabilité oligocratique. Même si elle en est le maillon le plus important, le plus symptomatique de la longue chaîne des artifices comptables élaborés par les gestionnaires de la société industrielle. Nous allons maintenant entreprendre la longue énumération, l'énumération exhaustive des autres charges cachées, toujours en nous basant sur l'exemple de la France. Alors, quelles sont ces autres charges cachées? Nous allons commencer par
la déperdition des déchets organiques. Les chiffres de l'INSEE de 2013 pour le coût de la gestion des déchets indiquent 12,6 milliards d'euros pour les eaux usées et 16,7 milliards d'euros pour les déchets ménagers et industriels et 0,6 milliards d'euros pour les déchets radioactifs. Nous relèverons tout de suite que le chiffre de 0,6 milliards d'euros pour la gestion des déchets radioactifs est ridiculement bas, mais nous étudierons ce point plus loin dans le chapitre consacré aux provisions pour maintenance de l'industrie nucléaire. La deuxième remarque qui nous occupera dans ce chapitre-ci, c'est que les chiffres, nonobstant leur caractère spécifiquement discutable, ne prennent pas en compte la formidable déperdition générée par l'évacuation des matières organiques humaines via le réseau d'égouts et des déchets alimentaires via les services d'enlèvement. Concrètement, il s'agit là de 30 millions de tonnes de matière fécale par an qui ne seront pas restituées à la terre agricole sous forme d'amendement, alors que c'était leur vocation naturelle et leur destination avant l'avènement de la société industrielle. Pour ce qui concerne les déchets alimentaires, c'est 350 millions de tonnes par an qui ne lui seront pas restituées, en dépit des dérisoires expériences de compostage de quartier, tenant plus du folklore groupusculaire que de la mobilisation nationale. Cet énorme déficit en apport de matière organique vers les sols arables, lié directement à l'avènement de la société industrielle, avait déjà été pressenti par Marx lui-même comme un effet pervers de l'industrialisation capitaliste, et il est une des causes de la diminution de leur teneur en humus et par voie de conséquence de leur perte en fertilité, dont nous allons reparler en détail un petit peu plus loin, et qui constitue sans doute l'externalité négative la plus dramatique du process de production de la société industrielle. La valeur de ces 380 millions de tonnes de matière organique cumulées peut être chiffrée à 16 milliards d'euros en appliquant les cours actuels du marché des fertilisants. Il conviendrait donc de comptabiliser cette perte sèche annuelle, qui est directement liée au mode de vie de la société industrielle, en charges exceptionnelles diverses. Compte numéro 6788 du plan comptable général, et pouvant être libellées plus précisément en tant que perte exceptionnelle sur ressources organiques renouvelables. Voyons maintenant la deuxième catégorie de charges cachées. Il s'agit de la régénération des sols arables. Des charges liées à la régénération des sols arables, indépendamment du déficit. En apport de ce type de matière organique dont nous venons de parler, la fertilité globale des sols arables est plus que menacée par les pratiques agricoles de la société industrielle. Cette question sera étudiée très en détail lors d'une prochaine conférence intitulée « L'impasse alimentaire », mais il convient d'ores et déjà, d'un point de vue strictement comptable, de chiffrer le coût de cette régénération des sols qui sont maintenant rendus proches de la stérilité par la conduite intensive et industrielle de l'agriculture. Parce que des travaux biomécaniques vont être à prévoir, tels par exemple des sous-solages en profondeur pour rétablir le drainage des terres compactées par les engins de culture, les lourds engins de culture, complétés par un binage de surface pour faire lever les mauvaises herbes, suivi de l'implantation de prairies temporaires ou de couvertures de légumineuses. Cette période de reconversion, qui est un schéma connu, est déjà utilisée dans un certain nombre de cas, s'accompagnera nécessairement, automatiquement, d'une période de non-rentabilité commerciale du sol, puisqu'elle sera consacrée
à la remise en état du sol. Il ne pourra donc pas être emblavé et être ensemencé et produire des bénéfices pour l'agriculteur. Puisque celui-ci sera travaillé pour son propre intérêt et non pour celui de l'agriculteur, pour le propre intérêt du sol. Et ces travaux pourront s'étaler en général sur 5 ans, dans le cas d'un sol très abîmé. Le coût financier de ces travaux, ainsi que la prise en compte du manque à gagner de cette période de latence, devrait d'ores et déjà être inscrit dans les comptes de la société industrielle au titre de provision pour régénération de la composante naturelle des sols arables. Compte numéro 6876 du plan comptable général, intitulé plus précisément « Dotation aux provisions pour dépréciation exceptionnelle ». Cette provision devrait naturellement être ajustée chaque année en fonction des travaux de remise en état entrepris ou pas au cours de l'exercice. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons raisonnablement affirmer que les travaux de remise en état sont négligeables si nous considérons les surfaces en conversion réellement dites bio. En termes chiffrés, la reconversion d'un hectare peut être estimée à 8 000 €, répartie en 1 000 € de manque à gagner de latence sur 5 ans et 3 000 € de travaux et fournitures biomécaniques. Appliqué aux 30 millions d'hectares arables français, ce coût s'élèverait donc à 240 milliards d'euros que nous pourrions, d'un point de vue comptable, lisser sur 10 ans en inscrivant en comptabilité une provision de 24 milliards d'euros par an. Autre charge cachée dont il nous faut parler maintenant, la pollution. La pollution, bien entendu, et Roegen nous l'a appris, la pollution est indissociablement liée à la société industrielle capitaliste, et même si d'un point de vue environnemental, elle peut être limitée par des innovations technologiques, d'un point de vue physique, elle est rendue inéluctable par la simple application de la deuxième loi de la thermodynamique. Il n'existe pas de processus industriel libre de toute pollution. Mais il nous faut distinguer plusieurs types de pollution. Pour ce qui concerne la pollution atmosphérique, dans l'esprit du grand public, cette pollution concerne surtout la qualité de l'air ambiant que nous respirons, et les dépenses liées à son assainissement sont comptabilisées par l'INSEE pour 4 milliards d'euros. Ce chiffre est naturellement une insulte à la vérité, alors que quand on sait que les dépenses de santé liées aux maladies provoquées par la pollution atmosphérique, quand on lit par ailleurs que ces dépenses de santé sont évaluées à 95 milliards d'euros, selon le rapport d'une commission d'enquête sénatoriale du 15 juillet 2015. Parlons maintenant de la pollution agricole. Parce que la pollution ne concerne pas que l'air. Elle concerne au premier chef les ravages de l'agriculture sur les sols cultivables et sur les aliments et dans les aliments que nous ingérons. Nous avons déjà parlé de la défertilisation des sols. Eh bien, il faut y ajouter, au titre cette fois de la pollution proprement dite, leur empoisonnement durable par les agents toxiques contenus dans les pesticides, les fongicides, les herbicides et tous les autres produits phytosanitaires de synthèse. Pour ce qui concerne les aliments produits par l'agriculture industrielle, c'est-à-dire tous les aliments, quasiment, les dégâts sont encore plus graves, car ils concernent, tout comme l'air ambiant, directement la santé humaine. Il ne s'agit plus là de la santé des sols, il s'agit de la santé de l'homme.
À l'accumulation des substances toxiques s'ajoutent également les manipulations génétiques ou même, tout simplement, les sélections et croisements qui aboutissent désormais à la production d'une variété de végétaux alimentaires très éloignés des races anciennes et qui, de ce fait, déroutent l'organisme humain. Face notamment aux nouvelles races de céréales ou de légumes produits par notre agriculture industrielle, notre corps ne s'y reconnaît plus. D'où l'apparition de plus en plus fréquente d'intolérances, de troubles, de dysfonctionnements divers, suite à l'ingestion d'aliments pourtant constitutifs de notre alimentation depuis l'Antiquité. Exemple, l'intolérance au gluten. Le coût financier du traitement des maladies provoquées directement ou indirectement par les produits de l'agriculture chimique et de l'industrie agroalimentaire en général. Ce coût, il est naturellement impossible à chiffrer. Personne n'a cherché à les calculer d'ailleurs, dans le cadre des instituts officiels de statistiques, mais de nombreuses études estiment qu'il pourrait atteindre près de 50% des dépenses de santé, soit 120 milliards d'euros. Si l'on y incorpore, pour peu qu'on y incorpore, les troubles causés par le stress de la vie quotidienne, directement généré lui aussi par le process de la société industrielle. Il est à noter que le coût total estimé de ces deux pollutions, atmosphérique et agricole, c'est-à-dire 215 milliards d'euros. Il faut dire qu'il est déjà comptabilisé dans les comptes de l'État, si nous incluons la sécurité sociale dans le budget général. Déjà compté au titre des dépenses de santé, et ne pourrait donc pas faire l'objet d'une réintégration comptable dans le cadre de l'établissement d'un compte d'exploitation sincère et probant. A contrario, cette somme pourrait être considérée comme un gain annuel futur pour une civilisation désindustrialisée, ce qui est un élément positif d'espoir. Dans ce cas précis, notre critique va donc porter uniquement sur l'intitulé de ces sommes, qui devraient figurer en coût humain de la société industrielle, illustrant ainsi les dégâts de notre mode de vie sur l'espèce humaine, alors que leur intitulé actuel en dépenses de santé laisse à penser que cette même société industrielle améliore la santé de l'espèce, alors que c'est en réalité tout le contraire. Elle ne cherche qu'à soigner les propres maux qu'elle génère. Voyons maintenant d'autres charges cachées concernant l'industrie nucléaire. Alors nous avons tout d'abord la maintenance, les charges liées à la maintenance de l'industrie nucléaire. Nous avons vu plus haut qu'une somme dérisoire de 600 millions d'euros a été incluse dans les comptes de l'État au titre de la gestion des déchets nucléaires. Il est bien évident que cette somme ne prend pas en compte la réalité du danger nucléaire et que l'inscription d'une provision annuelle substantielle inscrite en poste de charge s'imposerait afin de pallier le financement des accidents putatifs de cette industrie. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, dans une étude parue le 6 novembre 2012, a estimé le coût d'un accident nucléaire majeur en France à 500 milliards d'euros. Il paraîtrait donc équitable de prévoir, d'inscrire dans la comptabilité rectifiée une dotation aux provisions annuelles de 50 milliards d'euros pour couvrir une période de 10 ans en termes de probabilité du risque. Deuxième poste de charge lié à l'industrie nucléaire, le coût des démantèlements. Ces démantèlements qui vont bientôt commencer pour les centrales les plus anciennes et qui n'est pas pris en compte dans le budget étatique. Les estimations de ces coûts peuvent varier du simple au décuple selon qu'on se base, que nous nous basions sur les chiffres officiels qui tournent autour de 15 milliards d'euros,
ou sur ceux des contestataires qui tournent autour de 150 milliards d'euros. Si on se bat sur un chiffrage moyen qui tournerait donc autour de 70 milliards d'euros, nous pourrions imputer à raison donc, de 7 milliards d'euros par an en comptabilité pour un horizon décennal de début des travaux. Donc, si nous livrons à un petit récapitulatif de l'ensemble des charges cachées qu'il conviendrait de réintégrer dans une comptabilité qui serait tenue de façon sincère et probante. Nous aurions donc à réintégrer chaque année, pour ce qui concerne la France. On pourra facilement extrapoler pour l'ensemble des autres pays ou pour un chiffrage mondial. En charge cachée à réintégrer, au titre de la variation de stock des ressources finies, 517 milliards d'euros. Au titre d'une perte exceptionnelle sur ressources organiques renouvelables, 16 milliards d'euros. Au titre de provision pour la régénération de la composante naturelle des sols arables, la composante humique, 24 milliards d'euros. Au titre d'une provision pour risque nucléaire, 50 milliards d'euros, et au titre d'une provision pour démantèlement nucléaire, 7 milliards d'euros, ce qui nous donne un total de 614 milliards d'euros. Alors, compte tenu de ces éléments, et si nous souhaitions, malgré tout, rester dans une logique de présentation de la situation économique sous forme de solde intermédiaire de gestion, pourquoi pas, un nouvel indicateur pourrait alors être créé qu'on dénommerait PIB net, qui serait représenté par le PIB actuel, diminué de l'ensemble de ces charges cachées, puisque les charges sont intégrées dans le PIB. Celui-ci s'établirait donc pour la France à environ 1486 milliards d'euros au lieu des 2100 milliards d'euros du PIB actuel. Alors, ce PIB net que nous proposons aurait l'avantage de tenir compte de l'ensemble des externalités négatives de la société industrielle, ce que ne fait pas le PIB actuel. En termes plus rigoureusement comptables, de comptabilité générale, le résultat annuel d'exploitation de la seule société industrielle française accuserait donc un déficit de 614 milliards d'euros, venant naturellement s'ajouter au déficit avoué de l'État de 50 milliards d'euros, ce qui porterait le déficit annuel brut de la France à 664 milliards d'euros. Si nous continuons à extrapoler un peu plus avant nos calculs, et en supposant que cette situation, que ces chiffres soient applicables depuis la fin des 30 Glorieuses, puisque nous avons dit que jusqu'à la fin des 30 Glorieuses, la société industrielle était supposée avoir équilibré ses comptes, le déficit cumulé à ce jour depuis la fin des 30 Glorieuses pour la seule économie française s'élèverait donc à 664 milliards d'euros, multiplié par 45 ans. 45 ans, c'est ce qui nous sépare de 1975, si on prend la période de référence sur laquelle nous avons établi nos calculs, ce qui nous donnerait 29 980 milliards d'euros, soit environ un tiers du PIB mondial. Alors, ces chiffres se placent naturellement de commentaires, mais ces chiffres nous amènent à envisager une optique toute différente donc, de la présentation des comptes publics. Une optique toute différente qui serait de remplacer la comptabilité de flux par la comptabilité de stock. L'existence bien réelle de ces charges cachées par la comptabilité croissanciste, témoigne d'une double option en termes de vision de l'économie par les gestionnaires de la société industrielle. La première option, c'est
comme on vient de le dire, de considérer l'économie de considérer l'économie justement comme un simple flux de marchandises et non comme un rapport physique à la nature, ce qui revient à ignorer par là même les lois de la géologie conditionnant, ces lois de la géologie qui conditionnent la disponibilité des matières premières. La vision qui prend en compte cette composante, c'est la vision qui ne prend pas en compte ces composantes. Cette vision, c'est celle d'une économie de flux, concrétisée en termes chiffrés par une comptabilité, elle aussi dite de flux. La deuxième option de la comptabilité des gestionnaires de la société industrielle, c'est de ne pas se préoccuper des externalités négatives du processus économique et de ne prendre en compte que son résultat immédiat, représenté par la quantité de production d'exercice en cours, le fameux PIB. À ces deux options s'en ajoute une troisième, dont nous avons déjà abondamment parlé, concernant la façon de rendre compte de l'activité de l'entité globale, par la seule production d'un seul intermédiaire de gestion, masquant, donc par définition, ou ne voulant pas par définition mettre de façon évidente et lucide le résultat comptable réel en termes de déficit ou de bénéfice d'exploitation. La seule méthode permettant de restituer une image juste et sincère, comme les règles de la comptabilité l'exigent, une image juste et sincère de l'activité de la société industrielle, serait de mettre en place une comptabilité conforme aux règles universellement adoptées par toutes les autres entités de production. La première étape de ce rétablissement consisterait à établir un compte de résultat et un bilan en comptabilité de stock, c'est-à-dire une comptabilité qui fait apparaître les variations négatives ou positives, du stock intrinsèque de matières premières utilisées par le processus industriel. Ce type de comptabilité correspondrait alors à la réalité d'une économie de stock, contrairement à celle d'une économie de flux, ne comptabilisant que la valeur marginale des matières premières, calculée, comme nous l'avons déjà dit, uniquement à partir de leurs coûts d'extraction, de transport et de mise en œuvre. Alors après avoir pris en compte ces coûts ignorés par principe, à savoir la valeur intrinsèque de ce que nous nommons les RNF, la deuxième étape de ce rétablissement comptable consisterait à réintégrer les coûts cachés par artifice, ignorés par principe, et ceux cachés par artifice, à savoir les différentes charges et provisions environnementales que nous avons détaillées tout à l'heure. Alors, dans le cadre du rétablissement de cette comptabilité, nous allons voir, à l'aide des documents comptables de synthèse que sont le bilan et le compte de résultat, que ces rétablissements, ces ajustements, une fois qu'on les aura opérés, eh bien, ils feront apparaître un déficit annuel régulier qui, cumulé en report à nouveau d'un exercice sur l'autre, eh bien, malheureusement, laisse entrevoir le spectre de la faillite et la probabilité de la banqueroute. Parce que nous savons que dans un compte d'exploitation, compte de résultat, dans un compte d'exploitation, dans un compte de résultat classique, il faut porter en charge les dépenses et en produire les recettes. Les dépenses de la société industrielle, bien, ce sont les achats de matières premières et les rémunérations de toutes sortes. Les produits, ce sont les ventes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, ou encore, plus précisément, la production de biens et de services. Afin de faire cette simulation, et par souci de simplification, nous laisserons volontairement de côté les valeurs comptables issues du rôle, nous dirons, perturbato-régulateur ou régulato-perturbateur de l'État,
c'est-à-dire les prélèvements obligatoires qu'il encaisse et les subventions qu'il sert. Enfin, et avant de commencer à prendre connaissance des projections comptables que nous proposons, il faut encore rappeler 3 points. Premier point. Le mode de pensée économique de la société industrielle, et par voie de conséquence son mode de présentation comptable, est ce qu'il convient de nommer celui d'une économie de flux, ne prenant en compte que les flux de produits qui entrent et ceux de produits qui sortent, et ne prenant en compte que la valeur ajoutée dégagée lors de leur transformation industrielle. Deuxième constatation. À l'opposé, une économie de stock comptabilise la diminution ou l'augmentation des stocks de ressources entrant dans la fabrication des biens et des services, ainsi que le coût de l'impact sur l'environnement de cette fabrication. Troisième considération. La société industrielle ne communique pas de compte d'exploitation ni de bilan de son activité économique. Elle se borne à livrer quelques soldes intermédiaires de gestion, dont le plus célèbre est le PIB. Bien. Alors, après avoir récapitulé, répété encore une fois ces prémices, il semble intéressant d'envisager l'hypothèse, pourquoi pas, où la société industrielle, ou les gestionnaires de la société industrielle seraient poussés à livrer, contre leur gré, ce fameux compte d'exploitation que nous réclamons. Ils seraient forcés, sous la pression par exemple d'une opinion publique particulièrement irritée, irritée est un mot faible, par cette lacune persistante. Alors nous sommes amusés à nous projeter dans cette hypothèse. Eh bien, il y a fort à parier que les gestionnaires de la société industrielle nous produiraient un compte d'exploitation parfaitement équilibré, avec en charge les achats de matières premières et les rémunérations servies, et en produit le chiffre d'affaires obtenu. Cette présentation prendrait probablement cette forme. Alors cette présentation, qui naturellement est imaginaire, elle parie sur le fait que la société industrielle française ne déclarerait pas de bénéfice ni de déficit et que l'intégralité de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire la valeur de la production, serait réputée utilisée pour servir les rémunérations de toute nature, telles que les salaires, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les revenus fonciers, les revenus mobiliers, et d'autre part, les achats de matières premières. Alors, dans l'hypothèse d'une telle présentation, la première interrogation qui nous viendra à l'esprit serait celle de l'imputation ou pas du déficit de l'État central qu'on estime, qui est déclaré comme avoisinant les 50 milliards d'euros annuels. Car, contrairement au déficit des diverses entreprises de la société civile, qui s'annulent entre eux, ce dernier, le déficit de l'État, n'est compensé par aucun opérateur partenaire. Il ne peut être compensé que par l'État lui-même. L'État, c'est-à-dire les gestionnaires de la société industrielle, capitaliste, croissanciste. Alors, dans ce cas de figure, nous ferions observer aux gestionnaires de la société industrielle qu'il faudrait intégrer le déficit public au bilan et au compte de résultats consolidés de la société dans son ensemble, au titre par exemple des opérations diverses, les OD, opérations diverses de régularisation à la fin de chaque exercice. Suite à cette remarque que nous considérons comme étant imparable, les gestionnaires croissancistes pourraient alors être tentés de faire apparaître un bénéfice dans les comptes de synthèse avant imputation finale du déficit public afin que le montant du premier vienne compenser le montant du second et pouvoir ainsi présenter aux yeux du grand public un résultat en équilibre parfait après la régularisation
final. Ce schéma nous donnerait ce type de compte d'exploitation que naturellement nous réfutons. Nous réfutons parce que une telle présentation serait naturellement peu crédible et relèverait à coup sûr de la manipulation comptable, car nous ne voyons pas comment pourrait se concrétiser cet excédent de gestion dans la partie produit du compte d'exploitation et par symétrie dans la colonne actif du bilan. La seule possibilité que cet événement survienne serait que la société industrielle réussisse à créer des ressources naturelles finies, à créer des RNF, afin de reconstituer son stock et pouvoir ainsi inscrire une variation de stock positive en compte numéro 713 du compte de résultat dans la colonne des produits et le même montant au terme d'une augmentation de stock en classe 3 de l'actif du bilan. Une autre possibilité, alternative au conjoint, serait de pouvoir inscrire en immobilisation, pourquoi pas, d'inscrire en IMO des infrastructures publiques, ce qui aurait pour conséquence de mouvementer un compte de classe 7 du compte de résultat et d'équilibrer par un compte de classe 2 du bilan. Cette éventualité n'est pas non plus à retenir, ne paraît pas sérieuse dans la mesure où les infrastructures publiques de la société industrielle ne sont pas réputées être suffisamment durables pour pouvoir être immobilisées au sens comptable du terme, en application des règles comptables. Immobilisées sur le long terme, à la différence de ce qu'auraient pu être, par exemple, les pyramides de l'Égypte ancienne. Parce que nos infrastructures modernes sont conçues avec des matériaux éphémères et ne pouvant subsister sans une maintenance extrêmement lourde et fréquemment répétée. Bon, pour s'en persuader, il suffit d'imaginer, par exemple, le viaduc de Millau. Le viaduc de Millau laissé sans entretien, tel une pyramide pendant 5 siècles. Nul doute qu'il s'écroulerait en poussière sous quelques décennies, à l'image du viaduc de Gênes en août 2018. Nous voyons donc qu'il paraît impossible de concevoir des ouvrages d'art de la société industrielle en tant qu'immobilisation de point de vue comptable, mais plutôt qu'il faut les imputer comme des charges permanentes ne pouvant faire l'objet d'une comptabilité en excédent de gestion. Mais, au final, et quelle que soit l'option choisie, cette présentation serait fallacieuse, car toujours issue d'une simple vision en économie de flux, ignorant les charges inhérentes à une économie de stock. Une présentation comptable réaliste, elle doit donc impérativement prendre en compte la variation des stocks des ressources naturelles, énergétiques et minérales qui sont consommées par le processus industriel. Mais elle doit prendre en compte également ces coûts induits sur l'environnement dont nous avons déjà parlé et que nous allons regrouper sous le vocable générique de provision écologique. Alors, comme nous l'avons indiqué précédemment, et si les gouvernements avaient raisonné en économie de stock, ils auraient dû inscrire en actif du bilan de départ de la société industrielle, c'est-à-dire grosso modo autour de 1850, la valeur de la totalité de la dot terrestre que la société industrielle se proposait de prélever pour ses activités futures, soit l'intégralité des ressources énergétiques et minérales additionnées de la biomasse au-delà du taux de renouvellement. Nous avons déjà vu cela dans la conférence précédente. Par la suite, et à l'issue de chaque exercice,
il aurait fallu comparer le stock final avec le stock initial et inscrire en compte de résultat une variation négative, c'est-à-dire une charge constatant sa diminution. Il aurait également fallu inscrire en charge supplémentaire la perte annuelle de matière organique générée par le mode de vie urbanisé et industrialisé, concernant notamment les déchets alimentaires et les déjections humaines ne réintégrant plus les sols arables. En outre, il aurait fallu inscrire en charge des provisions pour régénération de la composante naturelle des sols cultivables, de la composante humique de l'épaisseur de l'humus, au fur et à mesure que l'agriculture industrielle se développait et en dégradait l'humus. Enfin, et avec la mise en place de l'industrie nucléaire, il aurait fallu inscrire des provisions pour risque d'accident et des provisions pour charge de démantèlement. Alors, avant de voir ce que donnerait une comptabilité de stock avec toutes ces charges réintégrées, il nous faut rappeler l'idée selon laquelle une situation comptable était probablement équilibrée avant la fin des Trente Glorieuses. Nous l'avons d'ailleurs déjà dit, déjà indiqué dans la précédente conférence, le mode d'exploitation de la société industrielle que nous disons être en déficit aujourd'hui n'a pas toujours été en déficit. Parce que ces charges spécifiques, bien qu'elles soient en augmentation constante chaque année, ces charges ont sans doute pu être compensées par la valeur de la production jusqu'aux années 1970, et ceci grâce à la forte rentabilité de la société industrielle, forte rentabilité qu'elle a perdue aujourd'hui. Forte rentabilité, elle-même rendue possible par des coûts d'accès très bas aux ressources naturelles. Nous retrouvons là l'incidence du TRE, du taux de retour énergétique, dont nous avons déjà parlé, notamment dans l'impasse physique, qui était très élevé à cette époque. Alors, ce compte d'exploitation en économie de stock, présenté en économie de stock, sincère mais néanmoins équilibré, pourrait être simulé ainsi pour la période du début de la société industrielle jusqu'aux années 1970 environ. Mais nous ne pouvons valider cette présentation que si nous nous posons la question et que nous trouvons la réponse à la question pourquoi les coûts d'accès aux ressources naturelles étaient si bas avant les années 1970, si bas qu'ils permettaient d'équilibrer et de récupérer les charges inhérentes à l'exploitation de la société industrielle. La première raison, elle est d'ordre technique. Parce que les prospecteurs en ressources naturelles finies, les prospecteurs ont prélevé en priorité les ressources facilement accessibles, négligeant ainsi celles qui nécessitaient des investissements ou des matériels onéreux ou des conditions de travail difficiles. Pour illustrer ce fait, il suffit de savoir que le coût d'extraction dans les champs de pétrole les plus faciles du monde, ceux de Ghawar en Arabie Saoudite, est de moins de 2 $ le baril, alors que la fracturation hydraulique pour l'obtention de l'huile de roche, l'huile de roche-mère dans le bassin de Bakken, dans le nord des USA, n'est rentable qu'au-delà d'un prix de 40 $, de 2 $ à 40 $. La deuxième raison, elle est d'ordre politique. Parce que nombre de ces ressources se situaient dans les pays du Sud, colonisés par les pouvoirs occidentaux, et que le coût d'acquisition était de ce fait limité au seul frais technique.
Mais après les années 70, les conditions changent. Les conditions changent parce que ces deux facteurs favorisants vont disparaître progressivement. Le coût des ressources, le coût d'acquisition des ressources naturelles s'est donc mis à s'élever, à augmenter, créant de ce fait et simultanément un déficit structurel durable et un déficit en augmentation, en augmentation constante, un déficit du compte d'exploitation de la société industrielle si il était présenté en économie de stock. Puisque présenté en économie de flux, le déficit n'apparaît pas. Par ailleurs, les dégâts environnementaux ces dégâts occasionnés par les pratiques de l'agriculture industrielle intensive, qui avait été mis en place parallèlement au plan Marshall de 1947, ces dégâts ne commencèrent à se faire sentir que vers cette période des années 70, rendant ainsi évidente la nécessité de prendre en compte le coût de ces externalités négatives. Et pourtant, on ne l'a pas fait. Enfin, dernier point, la généralisation de l'industrie nucléaire aux alentours toujours de ces années 1970 aurait commencé à justifier l'inscription de provisions pour risques et maintenance dans la comptabilité nationale. De ce fait, dès la fin de l'âge d'or des ressources faciles, notre compte d'exploitation, s'il avait été tenu en économie de stock, aurait sans doute présenté un déficit structurel pouvant se matérialiser ainsi d'un point de vue comptable. Le déficit, à partir de la fin des Trente Glorieuses, est créé par l'augmentation des rémunérations, l'augmentation du coût des matières premières à cause de leurs difficultés d'accès et l'augmentation des provisions de toutes sortes, dont les provisions écologiques, par l'augmentation de la manifestation des externalités négatives de la société industrielle sur l'environnement. Alors, il ne reste donc plus qu'à calculer, qu'à évaluer le montant de ce déficit. Le montant de ce déficit, c'est naturellement les variations de stock de RNF, plus les provisions écologiques, auxquelles il faut ajouter le déficit avoué, non avoué, de l'État dont nous avons déjà parlé. Ce qui donne, d'après les chiffres déjà indiqués, 664 milliards d'euros chaque année pour la France. Malheureusement, nous ne voyons aucun excédent de gestion possible et en prévision pour les exercices futurs qui soient en capacité de venir combler ou réduire ce déficit. Il s'avère donc, et nous sommes bien en présence de la définition claire et incontestable d'une impasse comptable. Alors, comment est-ce que les gestionnaires de la société industrielle s'y prennent-ils pour faire face à cette situation de déficit chronique, structurel et sans issue? Eh bien, la réponse est simple. Avec des artifices de montage financier. Telle est leur réponse. Mais, bon, et comme nous aurions pu nous en douter, ces artifices ne font que nous engager dans une autre impasse. Une impasse financière, qui, elle, fera l'objet de la 4e et prochaine conférence. Je vous remercie et à bientôt.